Imaginez une nuit ordinaire en Californie. Le genre de nuit douce et tiède qui sent le jasmin et l'eucalyptus, où les étoiles se devinent à peine derrière le halo orangé des lumières de Los Angeles. Une nuit comme des milliers d'autres dans la banlieue cossue d'Oak Park. Une nuit où rien ne semble pouvoir mal tourner. Et pourtant. Le 1er mai 2012, un homme quitte la maison d'un ami. Il monte dans sa voiture. Il démarre. Et il disparaît. Pas de cris. Pas de sang sur le bitume. Pas de témoins. Juste le silence. Comme si la nuit l'avait avalé tout entier. Cet homme, c'est Gavin Smith. 57 ans. Cadre supérieur chez Warner Bros. Père de 3 enfants. Marié depuis près de 2 décennies. Un homme qui en apparence avait tout pour être heureux. La belle maison dans une banlieue résidentielle de la vallée de San Fernando. Le poste à envier dans l'une des plus grandes majors du cinéma mondial. La famille, les amis, le sourire facile. Mais sous cette façade de vie parfaite se cachait quelque chose d'autre. Des secrets, des mensonges. Bienvenue dans l'une des affaires les plus troublantes de la décennie en Californie. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir du 1er mai 2012, il faut d'abord comprendre qui était vraiment Gavin Smith. Pas le cadre de carte de visite, pas le nom sur l'organigramme. L'homme. Gavin Locke Smith naît le 10 décembre 1954 dans la San Fernando Valley en Californie. On est au cœur du rêve américain version Los Angeles. Soleil, ambition, et cette conviction que si tu travailles assez dur, si tu souris assez fort, le monde peut être à toi. Sa famille gravite déjà autour du monde du spectacle. Sa sœur, Tara Smith Adeo, sera elle aussi plongée dans l'industrie plus tard. Gavin grandit avec cette familiarité avec Hollywood, avec ce sentiment que le cinéma n'est pas un monde inaccessible, mais presque naturel. Une toile de fond permanente. À l'université UCLA, Gavin n'est pas dans les amphis de cinéma. Non, Gavin est sur les parquets. Il joue au basketball à un niveau remarquable, assez pour faire partie de l'équipe universitaire dans l'une des périodes les plus glorieuses de son histoire. En 1975, il est ailier de l'équipe des Bruins qui remporte le titre national NCAA, le dernier d'une série de 10 championnats en 12 ans sous la houlette du légendaire coach John Wooden. 10 titres en 12 ans, c'est du jamais vu. Et Gavin Smith était là, sur le terrain, participant à ce chapitre d'or du sport américain. Plus tard, il part jouer à Hawaï, où il signe même un record de points sur une saison, record qui tient encore aujourd'hui. Sur le terrain, Gavin est le gars spectaculaire. Il joue avec le sourire, il chambre, il amuse le public. Dans les vestiaires, c'est le mec drôle, un peu clown, toujours une vanne, toujours une histoire à raconter. Et ça, c'est un trait de caractère qui va le suivre toute sa vie. Cette capacité à fédérer, à séduire, à faire en sorte que les gens se sentent bien autour de lui. Mais comme beaucoup de sportifs, sa carrière ne dure pas éternellement. Il ne devient pas star NBA. Il navigue un peu, puis il commence à toucher à autre chose, le cinéma. Comme beaucoup de jeunes Californiens de sa génération, il tente l'aventure côté écran. Il travaille quelque temps comme cascadeur sur des productions télévisées, ce côté physique, athlétique, qui vient tout naturellement de ses années de sport. Il décroche quelques petits rôles. On le voit dans le biopic Cobb sur le légendaire et détestable joueur de baseball Ty Cobb. On le croise dans Glitz et dans un court-métrage de Greg Mottola intitulé Swingin' in the Painter's Room. Rien d'exceptionnel à l'écran, mais Gavin apprend. Il observe. Il comprend comment fonctionne cette industrie de l'intérieur. Et c'est cette compréhension-là qui va l'emmener là où il va vraiment s'épanouir. Parce que Gavin Smith, au fond, n'est pas acteur. Gavin Smith est un bâtisseur de relations, un homme de réseau, de confiance, de poignée de main. Ses vraies qualités sont commerciales, stratégiques, humaines. Alors il passe de l'autre côté de la caméra, dans les bureaux, dans les salles de réunion. Il entre au département de distribution de la 20th Century Fox, l'un des studios les plus puissants de Hollywood. Et là, il y passe les 18 années suivantes. Son rôle, s'assurer que les films de Fox arrivent dans les bonnes salles, au bon moment, dans les bons marchés. C'est un travail discret, mais crucial. La distribution, c'est la colonne vertébrale de l'industrie. Sans gens comme Gavin, les blockbusters ne dépassent pas les portes du studio. Ils montent les échelons jusqu'à devenir directeur régional, une position respectée, bien rémunérée, enviée. Dans les cercles hollywoodiens, il est connu, reconnu, apprécié.
Ceux qui l'ont côtoyé décrivent tous la même chose. Gavin était magnétique. Il avait ce sourire, cette assurance tranquille de l'ancien sportif de haut niveau qui sait qu'il peut toujours performer quand c'est nécessaire. Il était drôle, généreux, facile à vivre, le genre d'homme dont on aime la présence dans une pièce. Mais avant Hollywood, avant Fox, avant les Mercedes et les maisons cossues, il y a Lisa. Gavin Smith rencontre Lisa alors qu'il est encore jeune, avant même de percer dans le monde du cinéma. Il travaille à l'époque comme barman dans un restaurant populaire, le Ports o Col, à San Pedro. Lisa est là. Les regards se croisent. Les sourires se répondent. L'histoire commence comme ça, derrière un comptoir, avec 2 verres et une étincelle. En 1989, Gavin et Lisa se marient. Ils s'installent dans la San Fernando Valley, construisent leur nid, font des projets. Et les projets, ils se concrétisent. 3 fils naissent de cette union. Dylan, Evan et Austin. Une belle famille, une vraie famille. Dans les années 90 et au début des années 2000, de l'extérieur, tout semble parfait. Gavin réussit professionnellement. Lisa tient la maison et les enfants. Ils vivent dans leur belle propriété à West Hills. Le portrait classique de la famille américaine accompli. Mais les apparences, vous le savez mieux que quiconque si vous suivez cette chaîne, les apparences sont les mensonges les mieux habillés. Parce que sous cette surface lisse, des tensions silencieuses s'accumulent depuis des années. Des tensions financières d'abord. En 2008, la crise immobilière frappe les États-Unis de plein fouet. Et les Smith n'y échappent pas. La maison qu'ils ont achetée au sommet du marché s'est effondrée en valeur. Ils se retrouvent à essayer de vendre une propriété qui vaut soudain bien moins que ce qu'ils ont payé. Les fins de mois deviennent tendues. Le stress s'installe. Et puis il y a la douleur de Gavin. À un moment donné, lié à ses années de cascade peut-être, ou simplement à l'usure du temps, Gavin développe de sérieux problèmes de dos, des douleurs chroniques qui ne le lâchent plus. Ses médecins lui prescrivent des antidouleurs. Du Percocet d'abord, un opioïde puissant. Ça soulage, ça aide à tenir. Et puis, quand le Percocet n'est plus suffisant, il passe à l'Oxycontin. Si vous connaissez ne serait-ce qu'un peu l'épidémie aux opioïdes qui a ravagé les États-Unis dans les années 2000, vous savez déjà où ça mène. L'Oxycontin est redoutablement addictif. C'est une molécule qui prend les gens en otage avant même qu'ils s'en rendent compte. Et Gavin Smith, athlète, compétiteur, homme de contrôle, se retrouve à dépendre d'une pilule pour traverser ses journées. La dépendance s'installe, le mariage se détériore. Les silences entre Gavin et Lisa se font de plus en plus épais. En 2008, Gavin accepte d'entrer en cure de désintoxication. Le centre s'appelle Matrix Institute, sur Ventura Boulevard à Woodland Hills. Un établissement spécialisé dans la réhabilitation aux opioïdes et autres substances. Gavin y entre avec une mission, retrouver le contrôle de sa vie. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que c'est là, dans les couloirs de cette clinique, qu'il va prendre la décision la plus destructrice de son existence. Dans une séance de groupe au centre Matrix, Gavin Smith croise une femme. Je ne vais pas vous donner son nom tout de suite, pas encore, parce que son identité et surtout sa place dans la vie de Gavin, c'est un secret que les enquêteurs mettront des mois à déterrer. Et pour vous faire vivre cette enquête comme ils l'ont vécue, il faut d'abord garder ce personnage dans l'ombre. Appelons-la simplement la femme du centre. Une femme qui, comme Gavin, est là pour se reconstruire. Une femme mariée. Entre eux, quelque chose se noue. D'abord une amitié, peut-être la solidarité de 2 personnes qui se battent contre leurs démons dans un endroit neutre, hors du monde ordinaire. Puis quelque chose de plus. Quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Gavin sort de cure. Il est sobre. Il a repris pied. En façade, le mariage avec Lisa semble se stabiliser. Mais secrètement, la relation avec cette femme continue. Dans l'ombre. Discrètement. Et puis Lisa découvre. On est en décembre 2010. Gavin avoue. La confrontation est explosive. Lisa décide d'affronter la situation de front, littéralement. Elle monte dans sa voiture avec 2 de ses fils et elle se rend chez la femme du centre. Elle frappe à la porte. Elle veut qu'on regarde en face les dégâts que cette liaison cause à sa famille. Ce que Lisa ignorait, c'est que la femme en question a un mari. Un mari qui est là. Et ce mari, quand il voit Lisa arriver avec les fils de Gavin,
dit quelque chose qui résonne comme un avertissement terrible, une phrase que les fils de Gavin n'oublieront jamais. Vous venez de sauver la vie de votre père. Pas une menace en l'air, une déclaration, une promesse d'homme blessé dans son orgueil, dans son honneur, dans tout ce à quoi il tient. La liaison prend fin, du moins officiellement. Gavin et Lisa restent ensemble, mais les dommages sont profonds. Il y a des cicatrices maintenant, de la méfiance, des questions sans réponse. Et pendant quelque temps, ça tient. Gavin tient le cap. Il reste sobre, travaille, essaie de réparer. Mais l'histoire n'est pas terminée. Elle est seulement en pause. Si Gavin Smith s'était contenté d'une seule erreur, peut-être que l'histoire aurait été différente. Mais les hommes qui font des erreurs en font rarement une seule. Après sa cure de désintoxication, Gavin Smith reprend sa place dans la société, dans son travail, dans sa famille. Mais derrière ce vernis de normalité, les problèmes financiers ne font qu'empirer. Et Gavin, au lieu d'en parler, de les affronter avec Lisa, commence à prendre des décisions en solo, et de mauvaises décisions. Il dépense son bonus de fin d'année en une fois, puis il pioche dans son fonds de retraite. De l'argent mis de côté pendant des années, pour l'avenir, pour les fils, pour la vieillesse, dissous comme du sucre dans l'eau. Des dettes peut-être, des investissements risqués, une façon de maintenir une apparence de standing malgré les difficultés. Probablement tout ça à la fois. Quand Lisa découvre l'étendue des dégâts financiers, c'est la deuxième trahison. Et celle-là, conjuguée à l'infidélité, est peut-être la plus difficile à pardonner. Parce que l'argent, c'est concret. L'argent, c'est leur maison, c'est l'avenir de leur fils. C'est tout ce qu'ils ont construit ensemble. Lisa demande à Gavin de partir. La séparation est actée. Gavin s'installe chez un collègue de travail à Oak Park, dans le comté de Ventura, au nord de Los Angeles. Une ville résidentielle tranquille, loin de l'effervescence hollywoodienne. Il vit dans cette chambre d'emprunt entre deux mondes, celui qu'il a perdu et celui qu'il essaie de reconstruire. Mais voilà ce que font les hommes qui se retrouvent seuls avec leurs fantômes. Ils cherchent du réconfort là où ils en ont déjà trouvé, dans les mauvais endroits, avec les mauvaises personnes. Et en 2012, quelques semaines seulement avant sa disparition, Gavin reprend contact avec la femme du centre Matrix. Le mercredi 1er mai 2012 commence comme n'importe quel autre jour pour Gavin Smith. Il est à Oak Park, chez son collègue, où il loge depuis sa séparation avec Lisa. La journée s'écoule normalement. Le soir tombe sur la San Fernando Valley avec cette douceur caractéristique du printemps californien. L'air est tiède, le ciel prend des teintes orangées, la ville s'apaise. Gavin sort. Il monte dans sa Mercedes noire. Il passe quelques coups de téléphone. Et aux alentours de 23h30, il passe un dernier appel. Ce dernier appel, les enquêteurs le localiseront rapidement. C'est un numéro que Gavin appelle régulièrement depuis quelques semaines. Une femme. Ce soir-là, il l'appelle. Et peu de temps après, sa voiture est vue rouler dans les rues de West Hills, un quartier résidentiel de Los Angeles, pas très loin de là où vivait sa propre famille. Et c'est là que tout s'arrête. Gavin Smith disparaît dans la nuit du 1er mai 2012. Sa Mercedes disparaît avec lui. Son téléphone s'éteint. Et le monde continue de tourner sans que personne, dans l'immédiat, ne réalise ce qui vient de se passer. Le lendemain matin, 2 mai 2012, Lisa Smith attend. Gavin devait passer prendre l'un de leurs fils. Il ne vient pas. Elle appelle. Pas de réponse. Elle rappelle. Toujours rien. Ce n'est pas dans ses habitudes. Gavin, malgré tous ses défauts, malgré les infidélités et les tensions, est un père présent. Il ne manque jamais un rendez-vous avec ses fils. Lisa alerte les autorités. Gavin Smith est officiellement porté disparu. Quand un adulte disparaît aux États-Unis, les premières 24 à 48 heures sont cruciales, mais les enquêteurs ne peuvent pas toujours traiter ça comme une urgence absolue immédiate. Un adulte a le droit de partir. Un adulte peut décider de couper les ponts. Alors, dans un premier temps, les policiers du comté de Los Angeles prennent la disparition de Gavin Smith au sérieux, mais sans crier à la catastrophe. Ils commencent par l'épluchage des relevés téléphoniques, vérification des dernières transactions bancaires, interrogatoire des proches. Et très vite, les données des tours de téléphonie mobile leur donnent un premier fil à tirer. Le téléphone de Gavin Smith a borné plusieurs antennes cette nuit-là, traçant un itinéraire depuis Oak Park jusqu'au quartier de West Hills, à Los Angeles.
Et son dernier appel, ce fameux appel de 23h30, était destiné à une femme. Une femme dont le nom commence à revenir dans les investigations. Une femme que Gavin connaissait depuis quelques années apparemment, selon ce que leur disent les proches. Une connaissance. Simplement une connaissance, semble-t-il. Rien de plus. Ce nom, cette femme, les enquêteurs la contactent rapidement. Elle s'appelle Chandrika. Chandrika Cad. Chandrika Cad leur dit que oui. Gavin l'a appelée ce soir-là, qu'il était venu la voir, qu'ils ont parlé un moment, et puis qu'il est reparti. C'est tout. Elle n'en sait pas plus. Une connaissance, une conversation nocturne. Rien d'alarmant en apparence. Les enquêteurs notent. Continuent. Une semaine passe. Pas de Gavin. 2 semaines. Toujours rien. La famille lance un appel public. Lisa Smith et ses fils font des sorties médiatiques. Ils offrent une récompense de 20 000 $ pour toute information permettant de retrouver Gavin. Les photos de l'ancien cadre de Fox circulent dans les journaux locaux, sur les chaînes de télévision. Le visage souriant d'un homme de 57 ans, cheveux blonds, regard clair, tout ce qu'il y a de plus ordinaire dans sa beauté californienne. Mais personne ne l'a vu. Personne ne sait rien. Ou du moins, personne ne dit rien. Le dossier est transféré de la division des personnes disparues à la division homicide du bureau du shérif du comté de Los Angeles. Ce transfert en dit long. Quand les homicides reprennent un dossier de disparition, c'est que quelque chose cloche, que les indices pointent vers quelque chose de plus sombre qu'un homme qui aurait voulu tout plaquer. Les détectives chargés de l'affaire, le lieutenant Dave Dolson en tête de la communication publique, commencent à creuser plus profondément. Ils reprennent l'entourage de Gavin, ses collègues de Fox, ses amis, ses fréquentations. Et ils reviennent sur Chandrika Cade. Quelque chose les y ramène. Peut-être l'insistance des appels téléphoniques entre Gavin et cette femme dans les semaines précédant sa disparition. Peut-être une intuition de flic, ce sens difficile à définir qui dit que quelque chose ne colle pas. Toujours est-il qu'ils creusent. Et ce qu'ils trouvent commence à changer la nature de l'enquête. Chandrika Cade est une femme mariée. Son mari s'appelle John Creech. John Creech est un homme d'une 40aine d'années, physiquement imposant, connu des services de police dans un tout autre contexte. Il est en cours de procédure judiciaire pour trafic de stupéfiants. En fait, au moment de la disparition de Gavin Smith, John Creech vient d'être condamné à 8 ans de prison pour vente et transport de cocaïne. Voilà qui est intéressant. Un homme disparaît. Il était en contact avec une femme mariée. Le mari de cette femme est un trafiquant de stupéfiants venant d'être condamné. Les enquêteurs gardent cette information en tête et continuent de creuser. Mais ils n'ont pas encore le secret, pas encore la pièce centrale du puzzle. Nous sommes en février 2013. 9 mois se sont écoulés depuis la disparition de Gavin Smith. 9 mois de silence, de fausses pistes, d'enquêtes discrètes. La famille attend. Lisa attend. Les fils attendent. Le monde a presque oublié, parce que le monde oublie vite, mais pas eux. Et puis un coup de théâtre. Les enquêteurs localisent la Mercedes noire de Gavin Smith. Elle se trouve dans un box de stockage à Simi Valley, à une 20aine de kilomètres au nord-ouest de Los Angeles. Un box loué, discret, perdu parmi des dizaines d'autres dans un de ces entrepôts anonymes qui parsèment la banlieue californienne. Quand les policiers ouvrent la porte du box et approchent du véhicule, ils ne trouvent pas juste une voiture garée là. Ils trouvent des traces de sang séché, et pire encore, des fragments de tissu biologique incrustés dans les sièges. De la peau collée au tissu du siège conducteur. Il n'y a plus de doute. Gavin Smith est mort. Il a été tué dans cette voiture ou transporté dans cette voiture après avoir été tué. Le cas est officiellement requalifié en homicide. Mais qui loue ce box? Les enquêteurs remontent le fil administratif. Et le nom qui apparaît sur le contrat de location est celui d'une femme âgée dont on apprendra plus tard qu'elle était l'aide ménagère de la grand-mère de Chandrika Cade. Le cercle se resserre. Et la piste qui mène à John Creech devient de plus en plus évidente. C'est lui la personne d'intérêt numéro 1. C'est lui que le shérif Dave Dolson cite publiquement en conférence de presse. Creech est en prison pour son affaire de stupéfiants, mais ça ne l'empêche pas d'être au centre des soupçons pour la mort de Gavin Smith. Pourtant, sans corps, sans aveu, sans témoin qui parle, difficile d'inculper qui que ce soit.
C'est à ce moment-là que les enquêteurs commencent à vraiment comprendre qui était Chandrika Cade dans la vie de Gavin Smith. Parce que jusqu'ici, elle n'était qu'un nom, une connaissance, une femme qui l'appelait. Mais en creusant, en recoupant les témoignages, en remontant plusieurs années en arrière dans la vie de Gavin, les détectives découvrent la vérité. Chandrika Cade et Gavin Smith se sont rencontrés en 2008 au centre de désintoxication Matrix. Ce n'était pas une simple connaissance, ce n'était pas une amie de longue date, c'était une femme qui, comme Gavin, était en cure, et entre eux deux, une relation s'était développée, une relation intime, une liaison. Voilà le secret, voilà la pièce manquante du puzzle. Gavin Smith et Chandrika Cade ont entretenu une liaison adultère pendant plusieurs années, de manière intermittente, clandestine. Ils s'étaient connus dans les moments les plus vulnérables de leur vie respective, tous les deux en lutte contre leurs addictions, tous les deux fragilisés, tous les deux cherchant quelque chose que leur vie ordinaire ne leur donnait pas. Et John Creech, le mari de Chandrika, le savait. Il l'avait découvert. Et quand Lisa Smith était venue frapper à sa porte avec les fils de Gavin, il avait dit cette phrase terrifiante. « Vous venez de sauver la vie de votre père. » Ce n'était pas une métaphore, c'était une menace sincère. Maintenant, revenez en arrière, revenez en avril 2012, quelques semaines avant la disparition de Gavin. John Creech, malgré sa condamnation à venir pour trafic de stupéfiants, est encore libre. Et il découvre que Gavin et Chandrika ont repris contact, qu'ils se voient à nouveau, qu'ils se retrouvent dans la voiture de Gavin, tard le soir, dans des rues tranquilles. À la mi-avril 2012, Creech surprend sa femme en train de monter dans le véhicule de Gavin. Il explose. Il lui interdit formellement de le revoir. Elle ne l'écoute pas. Revenons à l'enquête parce que c'est là que ça devient fascinant. Les détectives du shérif du comté de Los Angeles ont retrouvé la Mercedes. Ils savent que c'est un homicide. Ils savent que John Creech est au centre de tout. Mais Creech est en prison pour son affaire de stupéfiants, derrière les barreaux, inaccessible directement. Et surtout, il ne parle pas. Pour construire un dossier, il leur faut des témoins. Des gens qui savent ce qui s'est passé cette nuit-là et qui acceptent de le dire. Ils commencent à tirer les fils du réseau de Creech. Jorge Valles est interrogé. Stan McQuay est interrogé. Et lui, significativement, demande à consulter un avocat avant de répondre aux détectives. Ce qui est son droit légal, bien sûr, mais qui dit aussi quelque chose. Petit à petit, les langues se délient, les pièces s'assemblent. Les enquêteurs apprennent comment la voiture a circulé, comment le téléphone a été jeté, comment le corps a disparu. Ils apprennent l'existence de Reina Lim et son rôle dans la location du box, et ils se concentrent sur Chandrika Cade Creech. Chandrika était là cette nuit-là. Elle était dans la voiture quand Creech a attaqué Gavin. Elle a vu, elle sait. Et les enquêteurs le savent qu'elle sait. Le problème de Chandrika, c'est qu'elle se trouve dans une position impossible. Son mari est l'auteur du crime. Gavin était son amant secret. Elle est potentiellement coupable de recel, voire de complicité après le fait. Si elle parle, elle se met en danger légal. Si elle ne parle pas, la vérité reste enterrée avec Gavin. C'est une pression énorme. Et les enquêteurs jouent de cette pression avec patience. Le 1er mai 2014, exactement 2 ans après la disparition de Gavin Smith, le bureau du shérif du comté de Los Angeles prend une décision officielle. Gavin Smith est déclaré légalement mort. Son certificat de décès porte la date du 1er mai 2012, la nuit de sa disparition. 2 ans pour arriver à cette formalité administrative, 2 ans de douleur suspendue pour Lisa et ses fils. 2 ans à vivre dans cet entre-deux horrible où l'on ne sait pas, où l'on espère peut-être encore, même quand on sait au fond de soi que l'espoir n'a plus de sens, mais toujours pas de corps, toujours pas de tombe, toujours pas de lieu où pleurer. Le 26 octobre 2014, des randonneurs explorent les collines sauvages autour de Palmdale, au nord de Los Angeles, dans les contreforts de la forêt nationale des Angeles. Ils font une découverte macabre, des ossements humains, dans une fosse peu profonde. À l'écart des sentiers balisés, dans un terrain difficile d'accès. Les autorités sont alertées immédiatement. Les légistes se déplacent. Des prélèvements sont effectués. Les ossements sont comparés aux dossiers médicaux et dentaires de Gavin Smith. Le 6 novembre 2014,
Le bureau du shérif confirme. Les restes retrouvés sont ceux de Gavin Locke Smith, 57 ans, ancien cadre de la 20th Century Fox, père de 3 enfants, disparu le 1er mai 2012. Il avait fallu 2 ans et demi. 2 ans et demi de recherche, d'enquête, de pression sur les témoins, de patience. 2 ans et demi pour que la forêt rende Gavin Smith. Le lieutenant Dolson déclare à la presse que la découverte des restes est une pièce à conviction cruciale, que les enquêteurs ont maintenant une image assez claire de ce qui s'est passé cette nuit-là, que des témoins clés sont au cœur du dossier. Pour Lisa et ses fils, c'est une douleur d'un autre ordre qui commence, la douleur d'avoir la certitude, la douleur de pouvoir enfin faire le deuil, mais aussi la colère, la rage, l'exigence de justice. En janvier 2015, le bureau du procureur du comté de Los Angeles prend la décision d'inculper formellement John Creech pour le meurtre au 1er degré de Gavin Smith. Creech, qui purge encore sa peine pour trafic de stupéfiants, devient officiellement un accusé de meurtre. Comment les procureurs ont-ils pu assembler un dossier aussi solide sans témoin direct qui voulait bien parler? Parce que l'un des éléments clés s'est finalement produit. Les négociations avec Chandrika Cade ont abouti. Son avocat et les procureurs ont conclu un accord de coopération. En échange d'une certaine clémence, Chandrika a accepté de témoigner. C'est elle qui a fourni le récit de la nuit du 1er mai. C'est elle qui a décrit comment Creech avait localisé sa présence dans la voiture de Gavin grâce au GPS. C'est elle qui a raconté l'attaque, la fuite, la terreur. Grâce aux informations recueillies auprès de Chandrika, les enquêteurs ont pu reconstituer la nuit du 1er mai avec une précision glaçante. John Creech avait installé, à l'insu de Chandrika, une application GPS sur son téléphone. Ce soir-là, quand Gavin l'a appelé vers 23h30 et qu'il l'a retrouvé dans sa Mercedes noire à West Hills, Creech a tout suivi en direct. Il a vu l'icône bouger. Il a su où elle était. Et avec qui? Il s'est rendu sur place, il a ouvert la portière. Et il a frappé Gavin Smith à main nue, avec une violence extrême, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Chandrika, paniqué, a réussi à s'enfuir. Au lieu d'appeler les secours, Creech a choisi de planifier. Il a contacté son ami Jorge Valles, entraîneur sportif respecté. Horrifié, Valls a refusé d'héberger le corps, mais il n'a pas alerté la police. Il a suivi Creech jusqu'à la maison d'un autre homme, Stan McQuay, bodybuilder connu et membre du Powerhouse Gym de Chatsworth. La Mercedes a été cachée dans son garage. Le lendemain, Valls a jeté le téléphone de Gavin derrière un McDonald's, faisant disparaître une preuve essentielle. Dans les semaines suivantes, Creech a transporté le corps dans la forêt nationale des Angeles, au nord de Los Angeles, et l'a enterré dans une fosse peu profonde. La voiture, elle, a été stockée dans un box à Simi Valley, loué sous le nom de Reina Lim, employé lié à la famille de Chandrika, sans qu'elle mesure réellement son implication. Pendant 9 mois, le crime est resté caché. Et avec les témoignages de Valls et les éléments matériels, la voiture, le sang, les ossements, les relevés téléphoniques, les données GPS, le dossier est béton. Le procès peut commencer. Le procès de John Creech s'ouvre en 2017, 5 ans après les faits. 5 longues années pendant lesquelles la famille de Gavin Smith a attendu ce moment. Dans la salle d'audience du tribunal supérieur du comté de Los Angeles, l'accusation et la défense vont s'affronter sur une question centrale. Quel était l'état d'esprit de John Creech cette nuit-là? Parce que c'est là que tout se joue. Les faits matériels ne sont pas vraiment contestés. John Creech a bien tué Gavin Smith. Il a bien frappé cet homme jusqu'à la mort. Il a bien caché le corps et la voiture. Tout ça s'est établi. La question c'est, était-ce un meurtre prémédité, intentionnel, calculé? Ou était-ce un acte de violence commis sous le coup d'une rage soudaine, sans préméditation réelle? Le procureur adjoint Bobby Grace plaide pour le meurtre au 1er degré. Grace présente Creech comme quelqu'un qui a suivi sa femme délibérément, qui a utilisé une technologie, l'application GPS, pour localiser sa cible, et qui a ensuite porté des coups d'une violence calculée. Les résultats de l'autopsie sont accablants. Le crâne de Gavin Smith était fracturé des 2 côtés, une violence qui dépasse largement ce qu'on pourrait appeler un simple coup de colère. Grace rappelle au jury que Creech avait déjà menacé Gavin, que les fils de Gavin l'avaient entendu dire « Vous venez de sauver la vie de votre père ». Ce n'était pas une surprise, cette nuit-là. Creech savait ce qu'il faisait.
La défense publique représentant Creech argumente que son client n'avait aucune arme, qu'un homme qui prémédite un meurtre prend une arme, qu'il n'avait que ses mains, ce qui, disent-ils, prouve l'absence d'intention meurtrière planifiée. Et puis Creech lui-même monte à la barre. C'est un moment de haute tension dans cette salle d'audience. Creech raconte sa version. Il dit que c'est Gavin qui a porté le premier coup, qu'il se défendait, qu'il a perdu le contrôle face à la trahison, et que quand il est revenu sur les lieux après s'être éloigné quelques instants, il a découvert que Gavin était mort. Il dit regretter de ne pas avoir appelé les secours. Il dit avoir prié sur le corps avant de l'enterrer. L'image est étrange. Un homme qui dit avoir agi en légitime défense, mais qui a ensuite soigneusement dissimulé le crime, mobilisé plusieurs complices, caché le corps pendant des mois dans une forêt. Les fils de Gavin Smith témoignent également. L'un d'eux confirme ce que Creech avait dit lors de leur visite à son domicile des années plus tôt. « Vous avez sauvé la vie de votre père ». Une phrase qui, dans la bouche d'un homme accusé de l'avoir tué, résonne avec une ironie tragique et glaçante. Après délibération, le jury rend son verdict. Non coupable de meurtre au premier degré, non coupable de meurtre au second degré. Lisa Smith fond en larmes dans la salle d'audience. Les non coupables tombent comme des coups. Et puis le verdict final, coupable d'homicide volontaire. En droit californien, l'homicide volontaire correspond à un acte ayant causé la mort d'autrui, mais commis sous l'emprise d'une passion soudaine et intense, provoquée par ce que la loi considère comme une provocation suffisante. C'est une infraction grave, mais nettement moins que le meurtre prémédité. Le jury a donc considéré que John Creech avait bien tué Gavin Smith, mais que cet acte avait été commis sous le coup d'une rage soudaine, la découverte de sa femme avec son amant, plutôt que dans le cadre d'un plan délibéré. John Creech est condamné à 11 ans de prison. Pour Lisa Smith, pour Dylan, Evan et Austin, les 3 fils de Gavin, ce verdict est une blessure supplémentaire. Pas de meurtre, pas de reconnaissance de la préméditation. 11 ans pour une vie volée. 11 ans pour un père arraché à ses enfants. 11 ans pour un homme dont les os sont restés 2 ans et demi dans une fosse au fond d'une forêt. La défense publique dira après le verdict « C'était une affaire triste et tragique ». Une phrase qui, dans sa banalité, dit peut-être tout. Qu'est-il advenu des autres acteurs de cette histoire? George Evales et Stan McQuay, les complices qui avaient aidé à dissimuler la voiture et à éliminer des preuves, ont fait l'objet de procédures séparées. Leur sort exact a varié selon leur degré de coopération avec les enquêteurs. Chandrika Cade, qui avait conclu un accord de coopération, a bénéficié d'une certaine clémence en échange de son témoignage. Elle avait elle aussi perdu beaucoup, prise en étau entre un mari meurtrier et un amant assassiné. Raina Lim, l'aide ménagère qui avait servi de paravent pour la location du box de stockage, a certainement regretté le jour où on lui avait demandé ce service. Et Lisa Smith, qui avait attendu si longtemps, qui avait combattu pour que la vérité éclate, elle a obtenu un verdict. Pas celui qu'elle espérait, peut-être, mais un verdict. Un mot qui dit « Oui, votre mari a été tué. Oui, quelqu'un en est responsable. » C'est peu, et c'est tout ce que la justice a pu lui donner. Ce que cette histoire nous dit, au fond, c'est que les tragédies vraies ne ressemblent pas aux films. Elles n'ont pas de méchants avec un plan diabolique et un héros qui arrive à temps pour tout arrêter. Elles ont juste des gens, imparfaits, fragiles, blessés, qui prennent de mauvaises décisions à des moments critiques. Et parfois, ces décisions sont irréversibles. Gavin Smith laisse derrière lui 3 fils, Dylan, Evan, Austin. Des jeunes hommes qui ont grandi avec l'absence de leur père, avec la douleur de la vérité, avec le souvenir de cet homme en uniforme de basket sur la photo que les procureurs ont montrée au jury. Un champion, un père, un homme avec ses ombres et ses lumières. Et c'est peut-être ça la vraie leçon. Pas une morale simple du type « ne trompez pas votre conjoint » ou « méfiez-vous des jaloux », mais quelque chose de plus profond. Prenez soin de vos blessures avant qu'elles ne deviennent des bombes, les vôtres, et celles des gens autour de vous. Parce que les bombes, quand elles explosent, ne tuent pas seulement une personne, elles blessent tout le monde dans le rayon de l'explosion. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner.